Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire, dévoilé il y a quelques semaines dans la presse. Le nouveau programme d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle fait débat. Comment parler de sexualité aux plus jeunes et aux moins jeunes, en tout cas comment en parler à l'école? Est-ce bien le rôle d'ailleurs des enseignants? Sont-ils suffisamment formés? Et puis l'école doit-elle prendre le rôle des parents? On en parle dans notre débat du jour. Comment se forment les mots, la parole, la langue? C'est un sujet passionnant dont on va parler dans quelques instants. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment qu'il ne faut pas parler aux bébés comme à des bébés. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Et puis dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Buan va réaliser l'un de mes rêves. Il va nous expliquer comment gagner de l'argent en regardant des TikTok. Incroyable mais vrai, c'est tout de suite dans le Grand JT. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Une décision symbolique qui pourrait en appeler d'autres. L'État condamné hier par la justice pour des heures d'enseignement perdues par des élèves en raison du non-remplacement de professeurs. C'est le résultat d'une procédure collective, même si la décision ne concerne que l'Académie de Versailles. Dans son jugement, le tribunal reconnaît une atteinte au principe d'égalité devant le service public, mais aussi une perte de chance pour les enfants de réussir leur cursus scolaire. Une première victoire pour Joyce Peter, avocate donc de plusieurs parents du collectif On veut des profs qui a porté cette affaire. C'est au micro de France Info. On se réjouit vraiment du résultat de cette confirmation de condamnation de l'État et de rappeler le principe de ce droit à l'éducation qui est fondamental, qui est constitutionnel. C'est une victoire dans le sens où la faute de l'État est bien confirmée. En revanche, on va poursuivre nos efforts pour essayer de faire évoluer cette jurisprudence et notamment sur la réparation du préjudice des parents qui, dans les décisions, a été écartée. Sur la sanction, effectivement, il nous semble qu'elle doit être peut-être plus lourde pour vraiment faire réagir l'État. Alors 150 € d'amende à verser aux familles à l'issue de 2 jugements. 3 autres affaires ont été d'ailleurs renvoyées, une autre a été rejetée. Allez, 10 jours après la très violente agression de Samara devant son collège, l'une des 3 mineurs mises en examen a livré sa version des faits aux enquêteurs. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans qui a reconnu avoir donné des coups et selon son avocat, la suspecte assure qu'elle était elle-même victime d'harcèlement de la part de Samara. Je vous propose d'écouter justement son avocat, maître Mickaël Poilpré. Il était l'invité de nos confrères de France Bleu Héros. Elles étaient dans le même collège, elles étaient rivales d'ailleurs, ça c'est pas un secret. Depuis la rentrée scolaire, elle était aux prises au harcèlement de la jeune Samara par le biais de photographies qui étaient trafiquées, montées, etc. en vue de l'humilier et qui étaient publiées ensuite sur les réseaux sociaux. Elle me disait aussi d'ailleurs que Samara pratiquait cette activité avec d'autres camarades également. Ça avait généré quelques conflits d'ailleurs par le passé. En tous les cas, la position de ma jeune cliente, c'est de dire que Samara, dans cette histoire-là, avait effectivement sa part de responsabilité à l'initiative des difficultés liées aux réseaux sociaux. L'avocat en a profité également pour balayer la thèse du conflit religieux. Écoutez. Ma jeune cliente d'ailleurs est intégrée, pas intégriste. Elle n'a jamais fait œuvre de se vêtir voilée en permanence. On a également entendu qu'elle avait critiqué Samara parce qu'elle s'était teint les cheveux en rouge. Ma jeune cliente a exactement la même couleur capillaire. Donc non, il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Et les insultes qui ont pu être proférées de part et d'autre sont des insultes d'ado à ado qui ne sont pas connotées par un aspect religieux spécifiquement. Alors sachez que l'adolescente de 14 ans est bouleversée de voir que la violence a pris une part énorme dans cette histoire. Elle se sent d'ailleurs responsable, estime son avocat. Elle est toujours dans la rubrique fait divers dramatique à Reims. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé sans vie dans les toilettes de son lycée. Aucune trace suspecte n'a été retrouvée, découverte sur son corps. La cause de la mort reste pour l'instant inconnue selon le procureur. Et selon le directeur, l'élève a fait un malaise dans les toilettes. Aucun cachet n'a été retrouvé non plus dans sa chambre. Toutefois, le jeune garçon était suivi par le service de la vie scolaire pour son mal-être. Il aurait été le sujet de plusieurs moqueries de la part de certains élèves. La réaction de la ministre Nicole Belloubet qui apporte ses condoléances à la famille, ce qui pose aussi la question d'un éventuel harcèlement au sein de cet établissement dont il s'était d'ailleurs plaint auprès de la direction. L'enquête est toujours en cours pour rechercher les causes de son décès. Et puis puisque décidément l'actualité n'est pas très rose, direction Rouen où une microcrèche est accusée de maltraitance sur des enfants. C'est une structure du groupe Les Petits Chaperons Rouges qui est mise en cause par les parents mais également par d'anciens salariés, comme ce témoignage qui est resté anonyme et recueilli par nos confrères de France Bleu Normandie.
Elles étaient 3 professionnels au lieu de 4. Normalement, une 4e personne devait être là pour superviser en fait les enfants, vu que les autres professionnels étaient occupés. Moi, à plusieurs reprises, j'ai dû aller faire des courses en catastrophe pour les enfants pour qu'ils puissent manger. En fait, on l'a pris par les bras et on l'a forcé à se coucher. Et en fait, on l'a bloqué dans le lit pour pas qu'elle se lève. C'était très violent. Alors l'entreprise reconnaît des dysfonctionnements mais assure avoir pris des mesures depuis. L'établissement a fait l'objet durant plusieurs mois d'au moins 6 signalements à la protection maternelle et infantile de la commune selon nos confrères de France Bleu. Des contrôles ont été effectués mais aucun changement n'a été constaté. Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé d'ailleurs une campagne de contrôle des grands groupes de micro-crèches par l'inspection générale des affaires sociales. Et puis pour terminer ce journal, nous vous en parlons régulièrement ici, les jeunes Français lisent de moins en moins. Et c'est un décrochage qui est préoccupant. C'était les mots du Centre national du livre dans le compte-rendu de son enquête. Un tiers des jeunes, rappelons-le, de 16 à 19 ans interrogés ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Selon un sondage et sur un échantillon de 1500 personnes interrogées avec de fortes disparités entre les garçons et les filles. 74% des filles de cette tranche d'âge lisent sur leur temps personnel contre un garçon sur 2. Réaction hier face au député du Premier ministre Gabriel Attal. Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs et où les écrans prennent peu à peu toute la place dans la vie de nos jeunes et plus largement dans celle des citoyens, avec un impact évidemment terrible pour la société parce que c'est un enjeu d'éducation. On ne peut pas bien apprendre si on ne sait pas bien lire. C'est évidemment un enjeu de citoyenneté. La transmission de notre culture, de notre identité, elle passe évidemment par ces auteurs, ces grands auteurs et la capacité à lire et à apprendre. Et c'est un enjeu de santé parce que plus d'écran, ça veut dire moins de sommeil, ça veut dire moins de sport. Merci beaucoup Guillaume, on aura l'occasion de revenir sur cette question de la lecture et de la parole dans d'autres bons points. Avant cela, comment parler sexualité à l'école ? On observe depuis plusieurs années une hausse des violences sexistes et sexuelles dans le cadre scolaire et pourtant, des efforts sont faits, semble-t-il, dans les questions d'éducation à la vie relationnelle et à la vie sexuelle. Un nouveau programme a été dévoilé il y a quelques mois par le gouvernement. Alors, va-t-il suffisamment loin dans les enseignements ? Trop loin selon certains, et puis surtout, quelle place donner à l'école dans toutes ces questions ? On en parle tout de suite dans le débat du jour. Allez, pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Dru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et intervenant sur les questions de vie affective et de discrimination. Et avec vous, on va parler de tous ces sujets, avec notamment le 5 mars dernier, la publication du nouveau programme autour de l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. Vous pouvez nous dessiner les contours de ce programme ? Qu'est-ce qu'il comprend et est-ce qu'il va suffisamment loin à vos yeux ? Alors, ce qu'il comprend, c'est à la fois une part purement biologique, puisqu'on s'est rendu compte que souvent les élèves ne se connaissaient pas eux-mêmes, et d'autre part, une éducation à tout ce qui est émotion et sentiments, puisqu'on s'est rendu compte également que très souvent, il y avait beaucoup de non-dits et beaucoup de choses que les élèves n'arrivaient pas à exprimer. Et donc, ces programmes s'organisent surtout autour de ça, avec également une large part d'éducation à la citoyenneté avec un pôle un petit peu plus juridique et social, on va dire. C'est un programme qui, selon vous, va assez loin dans les enseignements. On sait qu'il a été fait en concertation avec des associations très variées. Ça va de SOS Éducation au planning familial, avec aussi des défenseurs des droits LGBT, mais on a entendu du monde. Est-ce que pour vous, c'est équilibré comme programme ? Alors, par rapport à ce que c'était auparavant, oui, c'est équilibré. Maintenant, dire que ça va assez loin, c'est très variable d'un établissement à l'autre, en fonction des élèves que l'on rencontre. Donc, je serais assez mal placé pour dire que le programme ne va pas assez loin ou va suffisamment loin. En tous les cas, je pense qu'il y a une vraie avancée par rapport à ce que c'était auparavant. Combien d'heures ça représente ? On parle en général de 4 heures par an, mais qui ne sont pas respectées. C'est quoi qui est écrit dans les textes ? Alors, dans le Code de l'éducation, il y a un article qui dit que c'est 3 heures par an. Là, c'est pareil, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Vous avez des établissements avec des chefs d'établissement qui jouent le jeu et qui font ces 3 heures, voire beaucoup plus. Après, vous avez des établissements qui ne cautionnent pas ce genre d'intervention et qui ne les font pas. Sachant qu'il y a de toute façon une part qui est abordée dans les programmes purement disciplinaires, que ce soit en sciences de la vie et de la terre, mais aussi en lettres, en éducation physique, on aborde ce genre de problématiques.
Mais après, les interventions qui sont mentionnées dans le Code de l'éducation, elles n'étaient pas toujours respectées. Alors, est-ce que les nouveaux programmes et les nouvelles mesures vont l'imposer aux établissements? Ça va être à voir, en fait, sur le terrain. Quel constat? J'imagine que vous avez un constat qui est limité à quelques établissements, mais vous suivez l'actualité, vous échangez, j'imagine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a face à nous une génération qui est de moins en moins bien informée, qui a des tabous dans la société, qui a un accès plus précoce aussi à des contenus violents sur le plan relationnel, sexuel, pornographique? Comment vous qualifieriez un petit peu la génération qu'on a face à nous? Alors la génération qu'on a face à nous, effectivement, à mon sens, elle est nourrie par des choses qui ne sont pas la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont par l'accès aux réseaux sociaux et à Internet à des choses qui ne sont pas la réalité, et ils se construisent une image de la sexualité et de leur, comment dirais-je, de leur relation à l'affectif par rapport à ça. Et donc, quand on peut échanger avec eux et qu'on aborde ces sujets-là, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas bien conscience de ce que c'est que la vraie vie, je dirais, entre guillemets. C'est pour ça que ça s'appelle la vie relationnelle et sexuelle. Ça recoupe quoi, cette dimension relationnelle ? Alors, relationnel, c'est le travail sur déjà se connaître soi-même, mais aussi l'interaction avec les autres, le relationnel avec les autres. Je pourrais prendre un exemple, la notion de consentement, par exemple, qui est extrêmement importante et que souvent la plupart des élèves ne connaissent pas du tout et ne se rendent pas compte que des gestes qui peuvent leur paraître anodins relèvent de cette dimension-là, et il n'y a pas eu de travail qui a été fait avant là-dessus. Après, c'est aussi très variable en fonction des familles, parce qu'il y a des familles dans la société dans lesquelles on aborde ces sujets-là très librement et les parents ont un rôle déjà bien ancré, alors que dans d'autres familles, c'est un tabou. La sexualité reste un tabou et on n'en parle pas. Et c'est à l'école de faire ce travail qui n'est pas fait par la famille, ou est-ce qu'il devrait aussi y avoir un travail fait auprès des parents pour plus de dialogue autour de ces sujets ? Moi, je pense que c'est un partenariat, c'est-à-dire que l'école a sa place, mais que les parents ont leur place. Alors nous, c'est ce qui a été reproché à l'Éducation nationale, notamment il y a 1 ou 2 ans, je crois, où on a reproché au ministère de l'Éducation nationale de vouloir se mêler de choses qui devaient être abordées. Et alors, de là naissaient des rumeurs, comme quoi, par exemple, on apprendrait la masturbation aux élèves à l'école maternelle, ce qui est archi faux. En fait, il faut qu'il y ait une part qui relève des parents, et puis nous, il y a une part qui relève de l'éducation, parce que dans l'éducation nationale, on a les élèves en groupe, et forcément, il y a une dimension d'interaction entre les élèves qu'on est obligé de prendre en compte et de leur apprendre ça, parce que c'est pas forcément fait dans la famille. Et puis on n'aborde pas les enfants de la même façon quand on les a 1 ou 2 en face de soi et quand nous on en a 30. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette mission de sensibilisation, d'éducation à l'affectif, au relationnel, au sexuel, ça devient une mission périlleuse? Je précise mon propos. Très régulièrement dans l'actualité, on a des associations comme Parents Vigilants, qui sont des associations marquées à droite, qui remontent, fantasme ou non, des présupposées séances où vous parliez d'apprentissage de la masturbation, où, on l'a vu dans l'actualité il y a quelques semaines, certains ont dénoncé des séances où on parlait de plaisir anal et étaient choqués à ce niveau-là. On parle aussi du côté théorie du genre. Bref, il y a tout un tas de fantasmes et de propos qui sont déformés, avec des établissements qui sont nommés, des personnes qui sont ciblées. Est-ce que vous avez l'impression de faire une mission périlleuse ? Alors périlleuse, oui, mais périlleuse, je pense, par désinformation, c'est-à-dire que ces familles-là qui véhiculent ce genre de rumeurs, très souvent ne sont pas au courant de ce qui se fait. Enfin, nous, on a un programme qui est clair et net, qui est écrit, qui émane du CSP, le Conseil supérieur des programmes. Donc on n'enseigne pas n'importe quoi comme on veut. Alors bien évidemment, il peut y avoir des dérives, des propos malheureux, mais c'est très très marginal. Je pense que ce dont ces associations devraient se méfier, c'est beaucoup plus ce qui se fait en dehors de l'école que ce qui se fait à l'intérieur de l'école. Parce que très généralement, ces actions dans l'école, elles sont encadrées par des enseignants qui ont été formés ou qui sont spécialistes. Je parlais tout à l'heure des professeurs de sciences et vie de la Terre. Ce sont des spécialistes, donc on ne s'amuse pas à raconter n'importe quoi aux enfants. Et je pense qu'effectivement, notamment via les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc., il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce qui peut être fait en classe
et qui sont fausses. Parce que très souvent, on a les enfants qui racontent qu'on a abordé, alors effectivement qu'il y a des mots lors d'échanges qui vont ressortir. On peut parler de masturbation, on peut nommer les organes génitaux par leur nom sans faire de dérive. Et les enfants déforment ce genre de choses et rapportent ça à leurs parents et tout de suite les parents montent au créneau. Et en fait, c'est le reflet, ces échanges-là, des relations qu'il peut y avoir entre les parents et les enseignants parfois dans l'école. On nous prête des propos qui ne sont pas ceux que nous avons tenus. On a vu notamment en Belgique que ça allait très loin avec des écoles qui étaient ciblées, des incendies criminels. On n'en est pas là encore en France, mais comment on fait pour avancer sereinement et de manière apaisée? Le cadre d'un programme, c'est un cadre rassurant pour un enseignant, pour un intervenant comme vous? Alors oui, c'est un cadre rassurant, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faudrait vraiment que l'intégralité des enseignants soit formée, ce qui n'est pas le cas. Alors très souvent, on est formé parce qu'on s'intéresse au sujet ou que nos échanges avec les élèves nous amènent à nous rendre compte que c'est des sujets qu'il va falloir aborder, donc on se forme soi-même. En partenariat avec des associations que l'on côtoie, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas et je pense qu'il y a vraiment un énorme travail. Le ministère, pour l'instant, s'est placé vraiment du côté des enfants. Il faudrait vraiment maintenant se placer du côté des enseignants et voir comment nous former. Alors, c'est fait, mais de façon très marginale. Il y a une question qui est, je ne sais pas si elle est centrale, mais qui en tout cas secoue les débats, c'est la question de la théorie du genre, ou la pseudo-théorie du genre, puisque certains contestent cette dénomination. Certaines associations, on peut penser à Ludovine de la Rochère, la présidente du syndicat de la famille, qui était auparavant à la Manif pour tous, ça place le cadre idéologique, dénonce la présence de cette théorie du genre dans les programmes. Déjà, de quoi on parle quand on parle de théorie du genre? Et est-ce que vous, c'est quelque chose que vous enseignez? Non, alors je pense que la théorie du genre, déjà c'est un terme derrière lequel on peut mettre des choses très diverses et variées. Enfin, les associations justement comme celle-ci s'emparent de ça pour nous faire dire des choses que l'on ne dit pas. Qu'est-ce que vous dites pas? Bah déjà, le terme de théorie, moi, ça me... Voilà. L'identité de genre, c'est quelque chose que l'on enseigne, puisque dans le pôle plutôt social, on va dire, il faut qu'on s'intéresse à la différence, le respect de la différence chez l'autre. Voilà, donc on rentre dans la notion de genre par ce biais-là, mais de là à en faire une théorie externe, enfin, je pense qu'ils nous font dire des choses que nous ne disons pas. Qu'est-ce que vous dites sur le genre, par exemple, aujourd'hui aux élèves qui parfois se recherchent en construction? Vous inculquez l'idée qu'il peut y avoir une expression de genre différente du sexe biologique qu'on a, la différence entre genre et sexe biologique, ça vous l'a fait? C'est tout à fait ça. Et c'est dans le cadre du programme? C'est tout à fait ça. On leur explique de façon très très simple qu'il y a le sexe biologique et qu'il y a le ressenti. Et là, on se place du point de vue... sentimental, affection, ressenti intérieur, sur ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et ce que l'on est biologiquement. Voilà. Et je pense qu'on ne va pas plus loin. Et en fait, tout ça, c'est dans le but d'éduquer au respect d'autrui. Parce qu'on peut avoir des camarades qui se sentent différents de nous. Et notre rôle, c'est d'inculquer cette valeur de respect. Et pourquoi ces associations, ça les effraie de dire quelque chose comme ça? De quoi ils ont peur, au fond? Parce que je pense que pour eux, tout est ou blanc ou noir. Et ce sont pour moi des gens qui ne sont pas dans le respect d'autrui. Et alors, on va rentrer dans des considérations aussi souvent religieuses, hein, c'est-à-dire qu'il y a une dimension religieuse qui vient s'introduire là-dedans et qui n'a pas lieu d'être à l'école, puisque nous sommes des écoles laïques, hormis les établissements privés catholiques. Mais nous, on n'a pas rentré dans cette dimension religieuse. Et je pense que c'est ça qui les dérange aussi. C'est qu'il y a la notion de genre les dérange parce que pour eux, Dieu a fait un homme ou une femme et ne peut pas avoir créé un ressenti intérieur qui soit différent du sexe biologique. Mais nous, en tant qu'enseignants, c'est pas notre sujet. L'école, elle est laïque et voilà. Vous avez déjà eu, dans le cadre d'intervention, que ce soit vous ou d'intervention extérieure, des réactions de rejet de la part des élèves qui avaient des réactions épidermiques, qui pouvaient s'énerver, ou est-ce que vous sentez plutôt de l'intérêt, de l'écoute et du respect chez les élèves à qui vous parlez? Alors, lorsque ce sont mes propres élèves, j'ai jamais eu de manifestation. Alors, de l'incompréhension, de la demande d'information, la volonté d'en savoir plus, oui, mais jamais en des termes, et pourtant j'ai enseigné dans des établissements pas toujours simple. Par contre, en tant qu'intervenant pour une association, il m'est arrivé de voir des réactions assez épidermiques. C'est jamais allé loin et je pense que dans les associations, les intervenants sont formés pour justement
aider les enfants à déconstruire tout ça et être capable de gérer ce genre de situation. Comment on réagit quand on a face à soi, vous intervenez notamment sur les questions d'homophobie, si vous entendez des propos homophobes, des choses comme ça, vous faites quoi? Vous confrontez directement? Vous essayez de faire parler? Comment on traite? Ou alors souvent, ça passe par le dialogue. La confrontation, non, parce que c'est pas en rentrant dans le conflit qu'on va faire avancer les choses. Ce qu'on dit souvent aux élèves, c'est qu'effectivement, ils ont le droit d'avoir une idée différente, mais on leur rappelle aussi le cadre légal. Et puis on essaye justement par le dialogue de déconstruire tous les stéréotypes et toutes les idées reçues qui peuvent circuler. Après, c'est pas simple, hein, en fonction de l'établissement dans lequel on intervient, c'est pas toujours très simple. Mais j'ai jamais assisté à un scénario catastrophe. En fait, par le dialogue, on arrive. Après, ils ressortent. Nous, ce qu'on se dit toujours, c'est que même s'ils ressortent en n'ayant pas changé d'idée, on a posé quelque part des jalons qui, on l'espère, vont faire avancer leur raisonnement. À ceux qui vous reprochent de distiller de l'idéologie à l'école, vous répondez quoi? De lire le programme. Voilà, tout simplement, parce que très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas allés mettre leur nez dans le programme. De se renseigner aussi ce qui se fait, de prendre contact avec les chefs d'établissement, parce qu'eux savent très bien ce qu'on fait en classe. Il y a un programme national, nous sommes fonctionnaires, on est là pour l'appliquer, on a fait ce choix-là. Après, il y a façon et façon de le faire, mais je leur conseille d'aller lire attentivement les programmes. Dernière question, on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais ça me paraît très important. L'un, a priori, des grands oubliés de ce programme, c'est la question de la pornographie, qu'on évoque qu'à partir de la classe de la 4e, alors qu'à 12 ans, un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. La pornographie, c'est notamment vecteur de violence, de pratiques qui ne sont pas les pratiques relationnelles, affectives. Vous pensez que c'est un peu l'angle mort, l'oublié du programme ? C'est carrément l'oublié du programme. Alors après, il faut attendre de voir ce qui va être fait, parce que Mme Belloubet a quand même annoncé des mesures en rapport avec l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, etc. On attend de voir. Moi, j'attends vraiment des mesures fortes, parce que, en fait, tout le problème vient de là, je pense. Et ça commence là-dessus. Merci Jean-François Dru d'avoir été clair sur le sujet et d'avoir remis le programme au centre de tout, puisque c'est finalement ce qui guide un petit peu tout ça. Je rappelle que vous êtes enseignant et intervenant sur les questions de vie affective et de discrimination. On marque une courte pause et on revient tout de suite pour la suite du Grand JT. De retour dans le Grand JT de l'éducation. Merci d'être avec nous. Nous accueillons Alain Bentolila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de linguistique à l'Université Paris-Cité, auteur de Controverses sur la langue française, 51 vérités pour en finir avec l'hypocrisie et les idées reçues aux éditions ESF Sciences Humaines. Votre livre, il commence par cette question. Toutes les langues obéissent-elles au même principe? Je vous la pose. Est-ce que toutes les langues obéissent au même principe? Oui, toutes les langues obéissent au même principe parce que le propre de l'homme, c'est la langue, et le propre de la langue, c'est de permettre à un individu de proposer sa pensée à un autre individu, à l'intelligence d'un autre individu, avec des chances d'être compris, et aussi de recevoir la pensée d'un autre dans sa propre intelligence, avec autant de bienveillance, parce que on accueille avec bienveillance la parole de l'autre, mais aussi avec beaucoup de vigilance. C'est ça le propre du langage, c'est cette capacité d'échange et de partage. Donc on a à partir de ce moment-là, effectivement, on a une question qui peut venir très vite, qui est qu'est-ce que le langage a de très si particulier? Chaque langue est particulière, c'est vrai, chaque langue est particulière. Elle ne fonctionne pas exactement de la même façon. Même des langues proches, le latin et le français ne fonctionnent pas de la même façon. En français, pour dire qui fait l'action, vous mettez un mot avant un verbe. En latin, c'est pas du tout comme ça. Vous mettez un S la plupart du temps pour marquer qui est le sujet qui fait l'action. Cela étant, toutes les langues ont des principes communs. C'est-à-dire ce principe qui est, par exemple, un des grands principes communs de toutes les langues, c'est la syntaxe. C'est-à-dire que on a des mots, ils se suivent parce qu'on ne peut pas faire autrement que faire se suivre les mots, un mot après l'autre. Là, je suis
Vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable de mettre un mot en même temps qu'un autre, sauf à faire un mot valise, mais en général, non. Et à partir du moment, si vous voulez, où les mots se suivent, la question, c'est comment les rassembler. Et la syntaxe est là pour les rassembler et distribuer des rôles à chacun, comme un metteur en scène qui distribue des rôles à ses acteurs pour une pièce de théâtre. Ça, c'est un des grands principes que partagent toutes les langues du monde. Elles le font de façon différente, mais toutes ont cette obligation de pouvoir mettre de l'ordre dans les mots et lutter contre le caractère inéluctable de la succession pour les remettre ensemble et vous permettre, quand je vous parle, de fabriquer quelque chose qui ait du sens. La construction du langage commença le jour où les humains décidèrent collectivement d'imposer ensemble leur pensée au monde, le jour où, ne se contentant plus de contempler passivement la nature, ils se donnèrent l'ambition de l'interpréter, de la transformer ensemble. C'est ce que vous écrivez. C'est vrai, c'est vrai. Je ne crois pas, si vous voulez, que... Alors après, chacun croit ce qu'il veut, hein, mais je ne pense pas que le verbe soit tombé sur les épaules de l'homme, hein, comme une onction divine. Je pense que les hommes se sont décidés à un moment donné à créer ce langage parce qu'ils avaient infiniment besoin d'avoir un instrument fort pour à la fois comprendre et fabriquer des choses, modifier le monde. Et ensemble. Et pas juste se contenter de le recevoir, voilà, c'est vraiment l'interpréter. C'était ça qui était au cœur. Si vous voulez, le langage, c'est quoi? Le langage, c'est je parle de quelque chose. Par exemple, je parle d'une maison et j'en dis quelque chose. Je dis qu'elle est rouge, je dis qu'elle brûle, etc. Le fondement du langage, c'est ça. C'est pas simplement de nommer les petits morceaux du monde en mettant des étiquettes qui sont les mots. Hein, la nomination telle qu'on peut l'imaginer, hein, tout d'un coup, nos grands ancêtres se réveillent et disent « Tiens, on va mettre des étiquettes sur l'arbre, on va mettre des étiquettes... » Non, non. La motivation, c'est de pouvoir dire que l'arbre est sec, qu'il est grand, qu'il est vert, qu'il est bon à brûler, que cette personne me plaît, etc. Et donc c'est toujours, si vous voulez, dans cette relation entre ce que je dis et ce que j'en dis, ce que je dis et ce que j'en dis, que se trouve l'enjeu du langage. Le signifié, le signifiant. Voilà. C'est encore autre chose. Par exemple, mais on pourrait dire le signifiant. Et au cœur de tout ça, il y a le verbe. C'est ça qui permet de sortir de la contemplation et de passer à une forme d'action du langage. Alors, le verbe, c'est le moteur. Hein. Le verbe, c'est le moteur du langage. Toutes les langues ont, de façon un peu différente, hein. Il y a des conjugaisons dans certaines, d'autres pas, etc. Mais peu importe. Toutes les langues ont des mots qui désignent des processus. Qu'est-ce que c'est un processus? Ça commence et ça finit, un processus, et puis ça se développe. Contrairement à une table, un nom, qui, vous tapez dessus, et puis c'est tout ce que vous pouvez faire. La table n'a pas cette souplesse, cette capacité de développement qu'a le verbe et cette capacité de rassemblement. Le verbe, c'est véritablement ce qui pose le plus... Hein, quand je disais tout à l'heure, la maison brûle, je pose la maison et j'en dis quelque chose. Ce qui est important, c'est pas tellement que je parle d'une maison, mais que je dise qu'elle brûle parce qu'on va aller chercher des secours. Hein, donc, le verbe, c'est ça. C'est l'élément clé de la mise en mots du monde, si j'ose dire. Hein, voilà. Alors moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné, et vous allez peut-être me dire que c'est très enfantin, mais c'est à la fois mathématique et littéraire. C'est le stock limité de lettres de l'alphabet, qui crée un stock limité de mots dans notre vocabulaire, et qui crée pourtant une infinité de phrases. Chaque phrase, au moment où elle est prononcée, je prononce une phrase en ce moment, n'a sans doute jamais été prononcée ou écrite très exactement de la même manière, alors que tout ça repose sur quelque chose de très limité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine aussi? C'est très intelligent, ce que vous... Bon, ça va, ça me rassure. Non, c'est vrai. Vous dites quelque chose d'essentiel. Vous dites quelque chose d'essentiel. D'abord, vous dites, c'est extraordinaire, l'économie au sens comme l'économie financière, hein, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu. L'économie, c'est ça, je fais beaucoup avec peu. L'économie du langage est formidable. 34 phonèmes, sons. On laisse tomber phonèmes, on dit 34 sons. Je les combine de façon différente.
Et je peux obtenir, même en limitant à des mots à 2 à 3 syllabes, je peux obtenir des millions de combinaisons possibles. Comme j'ai besoin de 150 000 combinaisons, par exemple, pour une langue comme le français, évidemment, ça me suffit très largement et ça me permet de ne pas mettre les mots trop proches les uns des autres. Bon, ça c'est la première chose qui est importante, c'est finalement... avec ça, on fait des mots. Donc, on fait 34 phonèmes, 150 000 mots pour un vocabulaire que personne ne possède. On travaille la langue avec 35 000 mots, hein, et c'est pas mal. Et puis, alors là, c'est là qu'on fait le saut extraordinaire que vous avez parfaitement bien marqué. C'est qu'à partir de là, on va pouvoir dire tout. Tout, non pas tout le monde, mais tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'imagine, tout ce que je voudrais voir et que je ne vois pas. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, quand je commence mon cours de syntaxe dans l'amphiliard à la Sorbonne, je me plante devant mes étudiants et je leur dis, vous savez, en revenant tout à l'heure faire cours, j'ai vu un chou qui mangeait une chèvre. Alors je les vois un peu, qu'est-ce qu'il nous raconte, il se fait un peu vieux. Bon. Je les dis, oui, je vous assure, j'ai vu un chou qui mangeait une chèvre. Il y en a un qui se décide, il dit, mais monsieur, pardon, mais en général, c'est les chèvres qui mangent les choux. Vous avez raison. Dans le monde tel qu'on le voit, les chèvres mangent les choux. Mais la langue me donne cette extraordinaire opportunité de faire passer dans votre tête une image que vos yeux ne verront jamais. Et c'est là, si vous voulez, le propre du langage, c'est qu'il dépasse l'évidence. Il dépasse l'évidence. Et il ne sert pas à dire ce qu'on voit, il sert à dire ce que l'on pense, y compris lorsque ce que je pense n'a rien à voir avec ce que je vois. Et ça, c'est quelque... Et vous avez très justement dit, personne, parfois, n'aura écrit ou dit ce que moi j'écris ou dis. Et c'est vraisemblablement pourquoi nous continuons à parler. Si nous continuons à parler, si je vous parle à l'heure actuelle, c'est que j'ai cette illusion, cet espoir, vain peut-être, que personne n'a dit très exactement les phrases que je vous ai dites. Et par conséquent, ça valait la peine de faire l'effort. Et il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que vous montrez que la langue a quelque chose d'exigeant à l'heure où on parle de simplification, de règles trop compliquées. Vous dites oui, mais il faut ces règles parce que c'est un cadre structurant et vous tordez le nez à ceux qui voudraient une simplification excessive de la grammaire, de la syntaxe. Oui, je pense que la simplification, c'est d'abord le mépris des enfants les plus fragiles. Tu n'es pas capable d'eux. Et donc, comme je t'aime, je vais simplifier. Non. On doit dire, tu n'es pas encore capable d'eux, mais comme je t'aime, je vais te permettre d'accéder au plus haut de la langue. Cette espèce de mépris, si vous voulez, des bien-pensants qui finalement disent « Oh, si on supprimait toutes les règles d'orthographe, si on supprimait les règles de grammaire, etc., au moins tout le monde serait au même niveau. » Non, tout le monde ne serait pas au même niveau. C'est toujours les enfants fragiles qui paieraient la note. Les autres, pas de problème. Chez eux, on leur donnerait toutes les clés possibles, imaginables. Et donc, si vous voulez, il faut considérer la règle non pas comme un abus de pouvoir, non pas par une contrainte qui tombe comme ça sur les plus démunis de nos élèves, mais au contraire comme une chance. Une chance, parce que sans règle, on ne peut pas se comprendre. Quand je vous dis tout à l'heure, le chou a mangé la chèvre, si j'ai pas de règle qui vous oblige, quoi que vous en pensiez, ça vous oblige à mettre le chou en sujet. Et qu'est-ce que vous pensez de l'écriture dite inclusive, cette volonté de changer les règles, de dire que le fait par exemple que le masculin l'emporte sur le féminin au pluriel, c'est quelque chose d'offensant. Comment vous le percevez? Alors ça c'est une confusion, j'irais même jusqu'à dire une ignorance crasse de ce qu'est le langage. La langue n'est pas sexiste, elle n'est pas sexiste la langue. La langue, elle fait ce qu'on lui... Elle nous sert au mieux, la langue, mais elle n'est pas sexiste en elle-même.
la langue, en fait, si vous voulez, française. Attention, parce que les Anglais n'ont pas ce problème parce qu'ils n'ont pas de genre. Hein. C'est pour ça qu'en anglais, vous dites le grenouille et puis le fenêtre, etc. Bon. Et donc, l'anglais n'a pas de genre. À peu près une minorité de langues du monde ont des genres, dont le français. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le français a un genre, ça veut dire que les noms en français se séparent en deux groupes. Les uns marchent avec le, les autres marchent avec la. On dit la fenêtre et le plafond. Mais on ne dit pas monsieur plafond et madame fenêtre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le sexe. Et tant qu'on ne s'en enlève pas de la tête que le genre grammatical et le sexe masculin, féminin n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre, bien sûr, vous me direz, mais où on dit une artiste, un artiste, oui c'est vrai, pour on appelle ça des épicènes, c'est-à-dire le mot qui se prononce au féminin et au masculin de la même façon, on s'est servi de la fenêtre et du plafond pour pouvoir évoquer mais autrement rien. Alors, ce qui est, si vous voulez, cette idée selon laquelle il faudrait simplifier, je répondrai par un seul exemple. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Si j'ai un E, c'est cette mort que j'ai toujours désirée. Absolument. Donc c'est l'homme que j'ai désiré. L'homme que j'ai désiré. En guise de conclusion, puisqu'il nous reste vraiment que quelques secondes, et c'est une belle image, en guise de conclusion, le fascisme, si on prend Orwell 1984, il commence par la réduction du lexique, la réduction des mots, la simplification. Est-ce que parfois c'est un peu ce que vous esquissez dans votre ouvrage? À un moment donné, on y arrive parfois. Je dis l'abêtissement des peuples est le propre des régimes autoritaires et fascistes. C'est-à-dire qu'un autocrate fera tout pour augmenter l'illettrisme, fera tout pour réduire les capacités linguistiques, parce que la langue, c'est cette capacité formidable de questionner, de demander des comptes et de refuser parfois. Parce que on vit une période aujourd'hui où il y a danger à aller se balader dans les réseaux sociaux, à se faire raconter n'importe quoi. Et parfois, on ne veut plus nommer les choses, ne plus les dire. Ne plus les nommer, absolument, de façon à les laisser de côté, les édulcorer, on ne les donne pas, ça n'existe pas. Si ça existe, bien sûr que ça existe. La mort existe, il faut pouvoir la dire. L'injustice existe, il faut pouvoir le dire aussi. Et par conséquent, si vous voulez, on doit se battre pour la langue, pour se battre pour la démocratie et se battre pour la capacité pour chacun de se défendre au plus juste de ses convictions. Merci, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour cet entretien très éclairant et très important, je le pense. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Buin. Guillaume, vous venez porteur d'une excellente nouvelle pour moi. Passer du temps sur TikTok, et Dieu sait, je vais regarder pendant que vous commencez à parler, mon nombre d'heures sur TikTok, il est énorme. Ça va enfin me rapporter de l'argent. C'est une spéciale pour vous. Ah, merci. Justement. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, c'est ce que propose cette nouvelle application qui s'appelle TikTok Lite, qui est mise en ligne en toute discrétion en France, en Espagne. Lite pour le côté léger, moins gourmand en fait en espace de stockage et qui consomme moins de données, donc meilleur pour les téléphones un peu plus anciens. Ils ont tout compris chez TikTok. En France, l'application dite classique, elle est quand même utilisée par 22 millions de personnes selon les chiffres de 2023. Alors, cette application, elle est disponible sur iOS et sur Android. C'est gratuit. Et donc, sur les téléphones Android, ce qui n'est pas le cas pour moi, cette nouvelle formule, elle permet aux abonnés d'être rémunérés en chèque cadeau Amazon proportionnellement au temps passé sur l'application, de quoi nous rendre encore plus accro. Alors, pour l'instant, sur mon téléphone, j'ai une moyenne, je le montre, à 1h04 minutes par jour sur TikTok, ce qui n'est pas énorme. Ça va par rapport à d'autres. Ça va, je pensais que c'était plus. Comment ça va fonctionner? Comment je vais pouvoir transformer 7 heures passées sur TikTok, donc ça fait 1 heure par jour, 7 heures par semaine, un peu plus le week-end, comment je vais transformer ça en sous? C'est super simple. En plus, vous qui avez fait S, en termes de mathématiques, vous allez très vite comprendre. Alors, je vous écoute. Vous regardez un maximum de vidéos avec cet algorithme qui vous les propose, bien sûr. Ensuite, vous allez récolter en fait des pièces de monnaie qui sont virtuelles, que vous pourrez échanger contre des bons d'achat
Amazon. Et ce panier virtuel, il peut augmenter extrêmement vite. Dès l'inscription, l'utilisateur est directement récompensé. 300 pièces virtuelles. Ensuite, Génial. vous pouvez en gagner 4500 supplémentaires si vous connectez pendant 10 jours. Parfait. Ensuite, 4200 si vous regardez au moins 25 minutes de vidéo et 150 si vous suivez 3 créateurs. Vous avez la possibilité, je suis sûr, d'activer en plus les Des notifications. notifications, c'est génial, histoire d'être bien rappelé. Attention, il ne te reste que 10 minutes. Pour pas rater le challenge. Eh ben évidemment. On est bien d'accord. Et ensuite, vous partagez ces récompenses soit à des créateurs, soit vous les gardez pour vous. Ah. Et vous pouvez les échanger sur Amazon. Donc pour tout vous dire, 100 pièces valent 1 centime. D'accord. D'accord. 10 000 pièces, ça vaut 1 euro. Et Ah oui. actuellement, seuls des chèques cadeaux Amazon d'une valeur maximale de 500 euros sont disponibles. Mais bon, bientôt, des partenaires vont donc arriver et vont faire leur apparition pour avoir de nouveaux cadeaux. TikTok qui... Attention, on prend quand même une commission, hein, Guillaume. Ouais, évidemment. Non, je fais celui qui est hyper heureux de ces annonces. Je vais vous dire le fond de ma pensée, ça me terrifie. C'est-à-dire que là, parce que moi je m'en fous, je suis une cause perdue, c'est terminé. Mais non. Mais je me dis, les enfants, mais on va y revenir, j'ai pas envie de spoiler ce que vous allez dire, mais ils regardent 4200 pièces, ils regardent 25 minutes, c'est même pas 1 euro. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez fait le calcul, pour avoir 500 euros, Non, là, je vous laisse le combien de temps? Mais il faut rester des heures. C'est horrible. Voire des semaines, hein, de toute façon. Alors, si je vous suis, donc tout le monde peut se faire de l'argent en regardant des vidéos. Oui, est-ce que c'est ouvert à tous? Sur le principe, oui, ça l'est. Mais TikTok se veut bon élève. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on a plus de 18 ans. Première chose pour le faire, tout simplement, vous faites un selfie. Avec l'application, ça estime un peu votre âge et vous mettez ensuite votre pièce d'identité, votre passeport. Vous ne passerez pas du tout dans les... Ça sera pas Moi, ouais, non, vous êtes je trop sais, jeune. je sais, c'est pour ça. Ensuite, pièce d'identité, passeport ou encore carte de séjour ou autre, ou permis de conduire pour prouver votre majorité. TikTok vous propose aussi votre carte de crédit. Vous la mettez, alors bien sûr en contrepartie, ils vont faire un tout petit prélèvement qui vous sera ensuite remboursé, rassurez-vous. Mais en tout cas, il faudra bien prouver qu'on a plus de 18 ans. Donc la carte de crédit, pardon, hein, mais les parents, comme d'habitude, faites attention parce qu'en plus, si c'est un truc qui est remboursé, on ne s'en rend pas compte. Et son enfant est inscrit sur la plateforme et commence à cumuler des sous. Malgré les inquiétudes du gouvernement sur l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse, TikTok va donc plus loin puisque c'est l'économie marchande, c'est le temps d'attention. Et là, on accepte et on est d'accord, on achète l'attention des gens. Ouais, c'est exactement ça. Garder ses utilisateurs, engranger même de nouveaux utilisateurs, c'est l'objectif. Il faut rappeler toutefois que la Commission européenne a ouvert une procédure il y a peu pour évaluer si TikTok pourrait avoir enfreint la législation sur les services numériques dans le domaine de la protection des mineurs. On en avait parlé, la transparence de la publicité ou encore la gestion des risques liés à la conception addictive et aux contenus qui sont préjudiciables. Aux États-Unis même, l'application est même menacée d'interdiction. Bon, pour l'instant, ça n'est encore qu'un test sur les iPhones, sur la marque à la pomme, pour pouvoir avoir Amazon, mais sinon vous pouvez le faire sur Android. Alors, ça ne va pas empêcher TikTok quand même de lancer un nouveau service prochainement. De quoi s'agit-il? Mais il ne s'arrête pas là, bien évidemment. Toujours plus loin. La concurrence, on pense à d'autres moyens de communication, réseaux sociaux, Instagram ou encore le groupe Meta avec Facebook, voire même X. Et bien là, TikTok va s'attaquer un petit peu à Instagram avec TikTok Notes. Là, vous pourrez partager des photos, suivre les profils de votre entourage, commenter les publications et les partager en ligne. Bref, faire la même chose que sur Instagram. On n'a pas trop de détails. On aura bien sûr, j'en suis sûr, l'occasion d'en reparler ici. C'est inquiétant. Oui, je vous le dis. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on en parle. J'ai peur. Et je vais le publier sur TikTok. Tout ça me fait très peur. Vous savez que désormais, sur TikTok, il y a le système de live qui existe depuis des années. On peut être rémunéré pour des lives. Et maintenant, il y a des agences qui prennent des commissions sur les gens qui font des lives. Hier, justement, je passais trop de temps sur TikTok. J'ai vu ça. Tout ça m'inquiète. Lisez des livres, s'il vous plaît. Lisez. Tout de suite, Malika Ménard. Souvenir d'écolier, Philippine Lavray. Et à quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier? À The Voice. Et un peu après, je dirais. Mais pas avant? Non, pas avant. Avant, j'étais en études, carrière sociale. Je devais faire une licence 3 à Rouen en médiation culturelle et j'ai refusé pour avoir une année. Mais vraiment, ça s'est joué au timing parce que j'apprenais que je pouvais peut-être faire The Voice. Donc j'ai dit, bon, je me laisse 1 an. Si je le fais, tant mieux. Si je le fais pas, c'est pas grave. Je bosserai, je ferai d'autres choses, je ferai la licence plus tard. Et ça s'est joué à rien. Et The Voice arrive? Et The Voice arrive, et là, je sens les odeurs des câbles, d'un plateau télé. Je découvre un monde, mais déjà, je découvre un peu Paris aussi, cet univers. J'arrive, et moi, je connais son père, et à tout le monde qui fait « Eh, mais t'es là, énorme !» T'as trouvé que c'était trop familier?
Mais je me suis dit, mais moi, je connais personne. Tout Paris se connaît, en fait. Et moi, maintenant, ça fait 8 ans que je suis à Paris. Et je fais waouh. En fait, oui, effectivement, c'est un tout petit monde. Mais moi, à l'époque, j'étais impressionnée. Je connaissais personne. Et tu vas loin dans l'aventure. Tu trouves que ça t'ouvre rapidement des portes? Non, pas du tout. Ça m'ouvre une petite porte et demie si je force un peu avec un pied de biche. Mais c'est dur, en vrai. On est livré. Ça m'a pas ouvert. J'ai ouvert. Elle l'a pas fait pour de vrai. J'ai pas fait pour de vrai. C'est une image. C'est une image. Ouais, non, c'était pas évident, mais bon, j'ai envoyé 1 ou 2 SMS pour essayer de me faire voir un peu après l'émission, pour pas perdre la vague, comme on dit. Tu l'as envoyé à qui? À Bruno Berberes, que j'embrasse très fort, que j'adore, qui est le directeur des castings de The Voice et de tant d'autres choses. Et je me souviens j'étais un peu désespérée, ça faisait quelques mois que j'étais sortie de l'émission, j'avais pas grand-chose, j'avais fait quelques dates par-ci par-là grâce à l'émission. Et après, j'envoie un petit message, je lui dis, t'as quelque chose, surtout pas. Et plus tard, j'ai rencontré Patrick Fiori, un peu grâce à lui aussi. Donc du coup, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer. Et c'est un peu comme ça que... 2018, tu deviens répétitrice des Enfoirés. Ouais. Ça consiste en quoi, en fait? Au départ, je fais juste une voix témoin. Au départ, vraiment, 2018, on m'appelle en me disant, voilà, on a besoin de quelqu'un pour chanter toutes les chansons dans un micro pour que la prod se repère. D'accord. Avant que les artistes arrivent, il y a 3-4 jours de répétition. Avant ça, il y a encore des répétitions juste pour l'orchestre. Mais moi, j'arrive au moment de la résidence. Pendant 10 jours, on est dans un zénith. Il y a 3 jours sans les artistes, puis les artistes arrivent pendant 1 semaine. D'accord. Avec les shows et puis les répétitions entre eux. Et moi, pendant 3 jours, du coup, il n'y a personne, il n'y a pas d'artistes, mais il y a la prod, les danseurs, des figurants qui, en attendant que les artistes, justement, apprennent les déplacements, la mise en scène se place, tout se fait, les décors se construisent. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'une voix témoin, et c'est moi. Et du coup, je fais ça, et au final, les artistes arrivent, mais on se croise. Moi, j'allais partir, mais ils voient que je connais tout, donc du coup, ils viennent me voir, tu peux m'aider? Donc l'année d'après, on fait, ah, mais ce serait pas mal que tu restes un peu pour les aider, au moins les premiers jours de répète quand ils sont là. Du coup, l'année d'après, 2019, je fais ça. 2020, ah bah tu pourrais lancer leur départ dans les livres. Parce qu'on s'aperçoit quand tu lances les départs en répète, ça les aide. Donc peut-être sur scène, on peut le faire aussi. Mais en fait, on a créé ton On a créé le rôle ensemble, ouais. Et après, j'ai fait des chœurs aussi. Bon, bah, puisque tu as un micro, on a besoin de soutien. Là, ils sont tous trop occupés à danser, machin. Il nous faut plus de voix. Fais les chœurs, on te mettra en façade et tout. Et après, c'est parti en cacahuète. Et maintenant, je suis artiste. Tu as su trop indispensable, en fait. C'est ça, mais avec beaucoup de travail et d'années. Et puis surtout de confiance de la part des MLS TV, que j'embrasse très fort. Et ils sont géniaux. Et puis voilà, c'est aussi les artistes qui m'ont fait confiance et qui m'ont accueilli, m'ont ouvert la porte. Et après, en 2019, il y a un concours organisé par Matt Pokora que tu remportes pour partir avec lui en tournée. Et Pas du tout. À la base, je devais faire juste le duo avec lui, des planètes. Et au final, on s'est tellement bien entendu avec toute son équipe et mon manager avec le sien que voilà, il y avait sa tournée qui arrivait. Donc ils ont dit, viens en première partie, fais-en 6, quoi. Donc j'ai fait les 6 premières. Et ça s'est bien passé. Donc du coup, ils ont dit, fais les 20 autres. Et du coup, je suis partie sur une tournée entière et qui, malheureusement, s'est interrompue par le Covid. On aurait fait 50 dates ensemble. Et après, il faut encore attendre quelques années avant d'avoir le gros succès aux côtés de Benson Boone avec le titre In the Stars. Là, ça a été vraiment le gros carton de 2023. Comment elle arrive, cette collaboration? Elle arrive d'une rencontre grâce à Warner, qui est notre label en commun. Et il venait à Paris, donc on a fait un goûter pour le rencontrer. C'est quand même pas souvent que les Américains viennent en France. Du coup, c'était l'occasion. Et puis c'est comme ça que, voilà, échange de guitare, de chant, la rencontre s'est faite et on a proposé une version française de ce super titre qui plaisait beaucoup aussi aux gens, mais on avait envie de pouvoir raconter aussi quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'est arrivé à pile à temps dans ma vie. J'ai perdu mon père 1 an avant que la chanson sorte. C'est-à-dire que je venais de perdre mon père quelques mois avant. Et c'était genre, j'ai vraiment vu ça comme un signe d'un truc bizarre. On me demande d'écrire sur quelqu'un qui part dans les étoiles, vraiment des chansons sur les décès, il n'y en a pas 1000. C'est quand même assez étonnant. Et du coup, j'ai malheureusement été très inspirée. Et donc, on a fait ça ensemble avec mon équipe. On l'a proposé, ça leur a plu. Et du coup, c'est parti en cacahuète. Et c'est sorti. C'est encore plus beau. 1 an jour pour jour. Ouais. C'est fou, ça. Donc, 1 an jour pour jour après le décès de mon papa. Donc du coup, j'étais trop contente pour ma famille
faire ce cadeau aussi, quoi. Ça a fait du bien à plein de gens aussi. De pouvoir faire un deuil en musique, c'est quand même beau. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Philippine Lavray. Merci beaucoup Malika et à demain pour les dernières parties de cette interview passionnante. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et l'insertion des jeunes, ça passe aussi par la culture ? Évidemment, la culture, c'est aussi essentiel. Nous, on est très heureux. On a vraiment développé les parcours d'éducation artistique et culturelle. Aubervilliers est vraiment une ville historiquement très riche de sa culture. On a une scène nationale, théâtre de la Commune, avec une nouvelle direction qui nous réjouit, qui a un projet extrêmement positif avec Frédéric Bélier-Garcia à sa tête depuis le mois de janvier. Mais la culture à Aubervilliers, c'est aussi un ensemble d'acteurs. On a de nombreuses associations, de nombreux partenaires culturels. Donc, on a Pouche qui s'est installé avec 250 ateliers d'artistes et qui maintenant s'inscrit dans le parcours des... Qu'est-ce que c'est, Pouche ? Pouche, en fait, c'est un manifesto ils étaient à Bagnolet avant. Et l'idée, c'est quand vous avez un immeuble, des projets qui dans le délai entre le moment où le projet se décide et le projet se réalise, c'est un partenariat avec le privé, où plutôt que de payer du gardiennage, eh bien, ils accueillent, ils mettent à disposition le lieu pour des ateliers d'artistes. Et Pouche, c'est 250 artistes, dont certains exposés dans les plus grandes galeries. Et moi, quand ils sont arrivés, première chose que je leur ai dit, c'est partenariat. Et ils font des parcours éducatifs et artistiques et culturels dans les écoles. Et je pense que c'est tout un... Il faut vraiment... moi, je vois le rôle du maire comme quelqu'un qui crée des ponts, qui tisse des liens. On a aussi, quelle fierté, le 19M. Donc, toutes les maisons d'artisanat Chanel qui sont regroupées à la porte d'Aubervilliers. Et là aussi, des événements culturels et même aussi du savoir-faire à la française. Et bien là aussi, on a à cœur de mettre tout cet écosystème en lien pour nos écoles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Une étude a été menée il y a quelques semaines par l'Institut CSA sur les différences de perception de ces risques entre les adolescents et leurs parents. Et vous nous en partagez aujourd'hui quelques-unes des conclusions. Si vous voulez bien, Cécile, on va commencer par le plus général, le plus simple. On va commencer par définir ces fameux contenus choquants. Qu'est-ce que c'est ? On parle là de pornographie. Vous parlez des contenus choquants. Et en fait, nous, la démarche qu'on a eue quand on a interrogé les enfants, on a voulu les laisser libres d'exprimer leurs émotions sur ces sujets-là. On ne voulait pas les contraindre, on ne voulait pas leur donner des indications trop précises. Donc il n'y avait pas, par exemple, de définition. Alors la question qu'on a posée aux adolescents, c'est « As-tu déjà, sur tes usages d'Internet, vu des contenus choquants ?» Et donc, évidemment, on n'a pas décrit les contenus choquants. Et ça nous paraissait essentiel parce qu'en fait, la perception est différente là aussi selon les parents et selon les enfants. La définition des termes n'est pas la même. Et les parents peuvent avoir une projection sur ce qui va être un contenu choquant. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, que parents, on va penser effectivement à ce que vous évoquez, à la pornographie, au contenu de violence, à la violence animale, etc. Mais ce qui nous touche, ce qui nous choque n'est pas forcément ce qui touche et ce qui choque les enfants. Effectivement. Et donc voilà, on les a laissés libres de répondre. On voulait vraiment savoir quand est-ce qu'ils ont ressenti un choc, ce qui les a touchés, ce qui les a émus, ce qui leur a fait du mal. En fait, à la fin du 19e siècle, il y a deux ordres d'enseignement, l'ordre primaire et l'ordre secondaire. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est des étapes successives d'une scolarité, ce qui n'est absolument pas le cas au 19e siècle. Il faut l'imaginer comme deux couloirs, en fait. Voilà. L'enseignement primaire, on peut y entrer vers 3 ans à l'école maternelle et en sortir vers une vingtaine d'années, quand on a fait, par exemple, l'école normale supérieure d'institutrice de Fontenay-aux-Roses. C'est un enseignement qui est gratuit, qui est ouvert, du coup, à toutes les classes sociales, et notamment aux classes populaires. Et on peut aller au-delà de la scolarité obligatoire en entrant dans l'école normale. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est l'école du peuple, voilà, dans la vision qu'on a de la Troisième République. Gratuite. En oubliant un petit peu qu'il y avait un ordre secondaire qui, lui, était l'école de la bourgeoisie, de l'aristocratie, et qui était payant. Voilà, dans laquelle on peut aussi entrer dans le lycée à partir de 3 ans. Il y a des classes enfantines parce que la bourgeoisie ne veut pas scolariser ses enfants à côté des enfants du peuple. Des classes populaires. Et donc, il y a ce système complètement parallèle qui, lui, on connaît le décompte, la 8e, la 7e, la 6e.
6e, 5e, 4e, 3e, etc. Et c'est dans cet ordre d'enseignement qu'il y a du latin, qu'il y a du grec et qu'il y a le baccalauréat qui permet d'entrer dans les facultés. Et là, on accède au poste de pouvoir de la République. Donc tout ça a été donc école obligatoire. École, donc si pas la même obligatoire pour tout le monde, école également séparée, parce que le lycée des filles n'est pas le lycée des garçons. Ah non, bien sûr. Il y a une ségrégation sociale dans l'école et une ségrégation sexuelle. Et donc les filles sont dans des écoles de filles, les garçons dans des écoles de garçons, sauf quelques cas très rares, et elles n'apprennent pas les mêmes choses. Donc par exemple, même dans les lycées de jeunes filles, il n'y a pas de latin, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de philosophie. Et donc, si elles veulent passer le baccalauréat, elles sont obligées de rattraper leur retard par elles-mêmes parce que l'enseignement qui leur est donné ne fait pas figurer. Et c'est pour ça que parfois elles le passent très tard. C'est quand le prochain conseil municipal des enfants? Et celui des ados? Parce que alors, on en a deux. Il y en a deux maintenant. C'est vrai qu'on en a deux. Et, vous êtes bon? Donc, on a commencé par le conseil municipal des enfants là, qui existe depuis maintenant 2 ans. Et puis, je suis vraiment très fière de la qualité de leur travail. Moi, j'ai vraiment voulu que ce soit concret. Parce que je me dis, si on veut engager les enfants et que ça fasse sens, moi, je voulais, l'objectif que j'avais donné à leurs travaux, je dis, moi, je veux présenter une délibération qui soit de votre idée au conseil municipal, et ça a été fait au mois de décembre. Ils ont travaillé sur les questions de harcèlement, et donc deux enfants sont venus présenter la délibération qu'on a votée à l'unanimité, donc des actions contre le harcèlement. Alors, pas en milieu scolaire parce que c'est pas notre prérogative, c'est l'éducation nationale, mais sur tout ce qui est périscolaire. Ils participent également aux commémorations. Donc c'est vraiment une grande fierté. Et il y avait un manque sur les ados, c'est pour ça que vous avez décidé aussi d'ajouter. Dans la continuité, on s'est dit, on enchaîne avec le conseil municipal des ados qu'on a installé là il y a quelques semaines. Qui sont plus durs à attirer, Madame le maire, ou pas? Qui sont plus durs à attirer, forcément. Là, on est sur un public 5e, 4e parce que c'est des mandats de 2 ans. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, où je me dis, il y a de quoi être optimiste, c'est qu'il y a pas la parité. Il n'y a pas la parité? Il y a plus de filles. Beaucoup plus de filles. Parce qu'il y a des collèges où il n'y avait pas de candidats garçons. Et là, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'extrêmement positif. Et puis, moi, j'étais hyper étonnée de voir vraiment des jeunes filles de 4e avec un discours hyper engagé sur le féminisme. Ça a été vraiment, là, je me dis, ça donne de l'espoir et ça donne envie de se battre. Ce qui est assez passionnant et même surprenant, j'allais dire, dans votre enquête, c'est que les parents sous-estiment souvent la présence, mais aussi la violence de ces contenus lorsque leurs enfants naviguent sur Internet. Exactement. Comment ça s'explique? Eh bien, alors, je pense que les parents ne savent pas tout ce que font leurs enfants. Ce que notre étude aussi nous a montré, c'est que alors c'est très difficile d'être, pour notre génération de parents, d'être parents à l'ère du numérique. Voilà, d'enfants connectés. En fait, on sait que les enfants, il y a vraiment eu un changement de paradigme. Hein. Les 90% des enfants de 13-14 ans, qui est la tranche d'âge qu'on a interrogée, possèdent leur propre smartphone. 75% ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ils ont une vie numérique qui est assez autonome. C'est plus les tout petits qui rentrent au collège, hein. Les 13-14 ans, c'est plutôt fin de collège, donc ils commencent à être assez autonomes, ils ont le droit légalement d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, et donc en fait on les considère déjà un peu comme des grands, et donc il y a une certaine autonomie face aux usages du numérique. Donc les parents ne savent pas tout, et effectivement, alors ça c'est les chiffres qui le disent, puisqu'on a posé cette question aux enfants, 60% nous ont répondu qu'ils avaient été confrontés à des contenus choquants. Mais ensuite, quand on interroge les parents, c'est là où vraiment cette étude est intéressante, parce qu'on voit les différences de connaissances et de perception entre les parents et les enfants. Les parents nous disent simplement à 29% que leurs enfants ont regardé des contenus choquants. Ah oui. Donc, je vous laisse voir la marge entre 29% et 50%. Elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que les parents ne savent pas. Bien sûr. Et les parents, il y a un tiers des parents qui ne savent pas ce que leurs enfants regardent sur Internet. Alors, ils ne savent pas du tout. Et donc, voilà, c'est la porte ouverte à n'importe quel contenu.
la définition de la laïcité? Et là aussi, il y a querelle. Oui, alors il y a un petit peu querelle parce que ce qui a été pensé à l'origine sous le terme de laïcité, c'est l'idée de mettre la religion du côté du fort intérieur. Donc il n'y a plus de catéchisme à l'école et il y a une forme de neutralité de ce point de vue-là, d'un point de vue religieux. Mais alors la question, c'est où s'arrête cette neutralité? Et notamment, il y a plein de moments dans la vie quotidienne, quand on est enseignant, où on croise des questions religieuses. Alors est-ce qu'il faut s'abstenir d'en discuter? Est-ce qu'il faut en discuter de manière scientifique? Est-ce qu'on n'a pas un risque de heurter les convictions des élèves? Donc sur le papier, c'est très simple, le principe de la laïcité, mais quand on étudie la réforme protestante, par exemple, eh bien là, qu'on a des protestantes dans la classe, qu'on a des catholiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous dites que les articles que toutes ces femmes consacrent à la laïcité scolaire sont écrits dans une perspective féministe, c'est-à-dire? Oui, parce que en fait, cette école qui est laïque, elle promet d'accueillir tout le monde dans sa classe, c'est-à-dire des protestants, des athées, même s'il n'y en a pas beaucoup à cette époque, des catholiques, des juifs. Mais du coup, pour ces intellectuels-là, il y a l'idée aussi qu'il faut accueillir tout le monde, garçons comme filles. Si on fait tomber les barrières d'un point de vue religieux, pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas tomber d'un point de vue des sexes? Et donc cette idée de laïcité comme accueil de tout le monde, comme tolérance et comme émancipation, forcément, elle nourrit des réflexions aussi sur la question de l'émancipation féminine. Voilà pour le ZAP, c'est la fin du Grand JT de l'éducation. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Guillaume, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a pas de quoi. Donc si j'ai bien compris, je regarde TikTok et je me fais des sous. Oui, c'est exactement ça. Génial, et ben voilà, une nouvelle carrière qui commence pour moi. À la Réal aujourd'hui, c'est Angèle, Jean Girard, Saïd Bamou au son, Laure Rodemont au make-up, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et je vous dis à demain.